Adapter un manga en anime est un exercice délicat. Il ne s'agit pas simplement de reproduire les planches telles quelles, mais de transposer une œuvre dans un autre médium tout en respectant son essence. Cela demande de préserver l'émotion, les intentions de l'auteur tout en tirant parti des spécificités de l'animation, le mouvement, le rythme, la mise en scène ou encore le son. L'enjeu est donc de trouver un équilibre subtil entre fidélité aux matériaux d'origine et liberté créative. Ta copie est l'archétype même d'une œuvre difficile à adapter. Une histoire courte mais brutale. Un récit sur l'enfance mais traversé par la cruauté, le désespoir et la solitude. Un manga écrit et illustré par Taizan qui a explosé tous les compteurs lors de sa parution sur le Shonen Jump Plus, mais que personne n'imaginait voir animé un jour. Sauf peut-être un certain Kotaro Sudo, un producteur de chez TBS. Avant d'intégrer la chaîne, il a longuement travaillé chez King's Record, où il a notamment produit Pop Team Epic, une série absurde, imprévisible, presque anarchique dans sa forme comme dans son ton. Là où la série jouait avec le non-sens et la parodie, ta copie s'enfonce dans des zones bien plus sombres. Solitude, harcèlement, maltraitance, pensée suicidaire. C'est en 2022 que Sudo rejoint TBS, et l'un des tout premiers projets qu'il initie là-bas, c'est comme vous l'aurez deviné, ta copie. Mais au départ, même lui n'était pas sûr de la marche à suivre. Il le dit lui-même. Lorsqu'il lit ta copie, il est impressionné, mais incapable d'imaginer comment l'adapter. Le manga est très construit, très court, et aborde des sujets sensibles que la télévision traditionnelle aurait du mal à accepter sans les édulcorer. Même en interne, certains de chez TBS doutent de la faisabilité du projet. Mais Sudo voit les choses autrement. Selon lui, l'auteur n'utilise pas la violence pour provoquer gratuitement. Il pense que le fond dépasse largement la forme, que la noirceur du récit sert un propos plus profond, et que ce message mérite d'être porté à l'écran, à condition d'en respecter l'essence. C'est dans cette démarche qu'il a fait un choix qui va orienter toute la production. L'anime ne passera pas à la télévision. En optant pour une diffusion exclusivement en streaming, il offre à l'équipe une liberté que le format TV ne permet pas. Pas de durée imposée par épisode, pas de pause pub, pas de censure. Même l'opening et l'ending sortent des conventions habituelles, pensées non pas pour tenir 1 minute 30, mais pour servir l'œuvre avant tout. Pour Sudo, le plus important n'est pas de caler ta copie dans une grille de programme. Ce qui compte, c'est de préserver la sincérité du message. Et cela demande une liberté qu'un format télévisé ne permet pas toujours. Bon, tous ces discours sont bien beaux, mais maintenant il faut pouvoir les mettre à l'œuvre, et pour ce faire, nous avons besoin d'un studio. Laissez-moi donc vous présenter le studio d'animation Enichiya. Un studio d'animation fondé en 2018 par la productrice de l'animation Kei Igarashi et le producteur Yoshihiro Furusawa. Kei Igarashi a travaillé au studio 3 Hertz, où elle a pu agrandir son cercle de contact et rencontrer de nombreux talents prometteurs ou déjà bien installés. Avec Enichiya, elle s'appuie sur ce réseau pour réunir régulièrement certains des meilleurs artistes de l'industrie. Au départ, le studio s'est spécialisé dans des projets modestes mais stratégiques, des publicités, des courts-métrages ou encore des clips musicaux qui offrent de meilleures conditions de travail et une meilleure rémunération pour les artistes. Si Kei Igarashi a su rassembler autant de talents autour d'elle, c'est parce qu'elle est passionnée par l'animation. Elle connaît mieux que quiconque les détails de l'industrie et surtout les besoins des artistes. Cette sensibilité lui a permis de bâtir une base solide, de gagner la confiance des créateurs et surtout de mettre en valeur la passion et le savoir-faire de celles et ceux qui font réellement vivre cette industrie. Enichiya n'est pas qu'un simple studio d'animation, il a aussi la capacité à faire de la gestion de propriété intellectuelle. Pour faire simple, certaines sociétés détentrices de droits ne savent pas toujours comment orienter leur projet ou vers quel studio se tourner, surtout lorsqu'il y a plusieurs options. Dans ces cas-là, elles peuvent faire appel à des studios comme Enichiya pour les conseiller et les guider dans leur choix. Cette aide est une source de revenus pour le studio et dans certains cas, cela peut même aller jusqu'à intégrer le comité de production, ce qui leur permet de toucher une part supplémentaire sur les bénéfices générés. Bon, cet aspect est un peu plus complexe même s'il en reste intéressant, mais maintenant concentrons-nous plutôt sur leur première production. L'un de leurs tout premiers travaux remonte à 2019, avec la réalisation de quelques pubs promotionnelles pour le film de Shinkai, Les Enfants du Temps. Ce projet est surtout intéressant parce qu'il marque le début d'un lien étroit entre Kei Igarashi et la société Toho. Une collaboration qui n'a rien de surprenant quand on sait que Yoshihiro Furusawa, l'autre cofondateur d'Enichiya, avait déjà travaillé avec Toho auparavant. D'autres de leurs travaux intéressants à mentionner et qui marquent une vraie évolution pour le studio sont par exemple leurs premiers clips musicaux avec notamment Raison d'être de Eve sorti aussi en 2019. Un clip qui a fait évidemment beaucoup de bruit et on commence déjà à avoir un éventail d'artistes populaires qui apparaissent sur le clip. Parmi eux, on peut citer le réalisateur Ryu Nakayama, animateur webgen et réalisateur de la première saison de Chainsaw Man. La cara designer Mei Yoneyama, artiste très populaire que vous connaissez peut-être pour son ending sur Cyberpunk, où elle avait fait le compositing, la direction, le storyboard et l'animation seule. Il y a encore tout plein de noms que je vous affiche à l'écran et qui figurent parmi les animateurs clés du clip. Peut-être que ces noms ne vous évoquent rien, mais croyez-le que c'est plutôt un bon concentré de talent. Bon, je vais m'arrêter là en ce qui concerne les pubs et clips musicaux qui ont quand même permis d'illustrer à quel point Kei Igarashi est puissante dans cette industrie et à quel point elle est un véritable aimant à talent. Je vous mets le lien du site d'Enichiya dans la description, vous pourrez aller check le reste par vous-même,
les crédits sont d'ailleurs traduits en anglais. Donc maintenant qu'on a parlé des clips, pubs, etc., parlons de leur première apparition en tant que studio de sous-traitance sur un épisode d'anime. Si vous n'êtes pas familier avec ça, il faut comprendre que dans l'industrie japonaise, les studios se reposent beaucoup les uns sur les autres. Il n'est pas rare de voir des studios d'animation faire appel à d'autres studios, japonais ou même étrangers, pour sous-traiter certaines tâches allant de simples intervalles à la production d'un épisode complet. Pour le cas d'Enishiya, on va donc prendre plusieurs exemples, et le premier sera l'anime Do It Yourself. L'épisode 5 de DIY est le premier entièrement sous-traité par Enishiya. Cet épisode illustre parfaitement les capacités du studio et de son équipe lorsqu'il prend en charge une production entière. Un travail soigné avec une animation toujours aussi dynamique qui participe pleinement à l'atmosphère de la série de base. Mais ça ne s'arrête pas là, et les deux séries suivantes sont d'autant plus importantes pour la suite. Le second est l'épisode 14 de Frieren, un épisode qui est dans la lignée de l'excellence de la série. J'ai fait une vidéo sur la production, n'hésitez pas à aller la voir. Cet épisode est intéressant car on y voit déjà certains noms qui vont nous servir pour plus tard. Déjà, le réalisateur et storyboarder de l'épisode n'est autre que Shinya Ino, anciennement assistant réalisateur sur la première saison de Made in Abyss, ou encore réalisateur des 2 premières saisons de Dr. Stone. Alors oui, vous allez me dire, mais Dr. Stone c'est du copier-coller du manga et c'est des plans fixes. Alors oui, mais c'est pas totalement vrai, et la production de Dr. Stone est quand même malheureusement prévue pour être plutôt limitée. Puis il suffit de regarder son épisode sur Frieren pour se rendre un minimum compte de quoi Ino est capable lorsqu'il est bien entouré. Bref, sur cet épisode, on retrouve des noms comme Marika, Toya Oshima, Ren Onodera, etc. Des noms qui ne vous sont peut-être pas encore familiers, mais ça ne serait tardé. Pour ce troisième et dernier exemple, je vais prendre l'épisode 6 de Dungeon Meshi, un épisode réalisé et storyboardé par Keita Nagahara. Cet épisode figure parmi les meilleurs de la série, un épisode extrêmement bien géré avec la supervision de l'animation de Hiroaki Arai et Toya Oshima, qui sont 2 réguliers du studio. Mais je ne vais pas m'éterniser sur l'épisode, car je sens que je commence à vous perdre avec tous ces noms. Nous voici donc le 9 décembre 2024, et Takopi est enfin annoncé au grand public. Son staff principal sera composé de Shinya Ino en tant que réalisateur. On l'a vu avec son épisode sur Frieren, Ino est un excellent réalisateur et storyboarder, et il nous révèle dans Takopi une version radicale de son travail, d'une noirceur dérangeante. Le contraste entre une animation aussi vivante et une histoire aussi tragique nous plonge dans un mélange des plus crus et des plus sombres. Keita Nagahara en tant que Kara designer. C'est un ancien de chez Kyoto Animation qu'on a pu voir s'illustrer sur l'épisode 6 de Dungeon Meshi, mais ses liens avec Enishiya remontent à 2021, où il a réalisé un des projets majeurs du studio, à savoir le clip Masara. Nagahara est un excellent animateur et réalisateur, qui n'hésite pas à jouer avec le langage corporel, un peu comme une certaine Naoko Yamada. Mais ici, il s'illustre pour la première fois en tant que Kara designer, et cette approche très organique, avec en tête cette sensibilité centrée sur le langage corporel, s'avère être un combo extrêmement efficace, voire terrifiant pour une œuvre comme Takopi. Bon, vu que Kyoto Animation a été mentionné, autant continuer dans ma lancée. Les décors sont réalisés par Sagako Itakura, qui travaille avec le studio Anime Kobo Basara. Vous allez me poser la question, où est le rapport avec Kyoto Animation? Eh bien, comme je l'ai mentionné précédemment, les studios s'entraident sur plein d'aspects. Et même si KyoAni est réputé pour ne jamais sous-traiter, eh bien c'est un peu faux. Parfois, le studio fait appel à Anime Kobo Basara pour les aider à faire quelques décors. Pour KyoAni, ce choix de studio n'est pas un hasard et intrinsèquement lié au défunt Yoshiji Kigami, pilier du studio. Pour en revenir à Takopi, les décors sont d'une utilité importante, et d'autant plus dans certains cas, lorsque des réalisateurs d'épisodes qu'on verra plus tard, n'hésitent pas à utiliser les décors pour donner encore plus d'impact et de narration à leur réalisation. 2 autres rôles clés sont le color design assuré par Yuki Akimoto et le color script confié à Aoi Otani. Le color design va définir les couleurs et nuances données aux personnages, tandis que le color script veille à ce que l'ambiance reste cohérente et immersive d'une scène à l'autre. C'est cette harmonie dans les couleurs qui permet de renforcer les émotions et l'atmosphère générale de l'œuvre, un aspect souvent sous-estimé, mais essentiel dans l'immersion du spectateur. Aoi Otani est une personnalité dont j'ai déjà pu aborder le travail dans ma vidéo sur Mike Kane, n'hésitez pas à aller la voir. L'épisode 1 de Takopi est donc tout naturellement réalisé et storyboardé par Shinya Ino avec Keita Nagahara en tant que superviseur de l'animation. Grâce à sa diffusion exclusivement en streaming, la série nous permet d'avoir une introduction de 40 minutes pour ce premier épisode. Et l'épisode est très compliqué à regarder, surtout avec des thèmes comme cela et avec une animation aussi organique. Le passage très réussi sur les origines de Takopi, illustré comme un livre d'images enfantin, est un segment réalisé par le prop designer de la série, Tento Ten, un membre extrêmement important de la production. L'épisode nous offre d'excellentes séquences d'animation avec un storyboard et une réalisation parfaitement bien exécutée. Bien que les thèmes abordés soient extrêmement sensibles, le fait que la production continue sur cette lancée avec des épisodes toujours aussi incroyables les uns que les autres rend les messages de l'œuvre encore plus forts tout en gardant cette identité. D'ailleurs, l'opening réalisé par Ren Onodera et supervisé par Walin Zhang s'inscrit parfaitement dans la continuité de la série. Il met en avant ce fameux ruban, dont l'usage contraste fortement avec sa véritable fonction dans l'histoire. Il symbolise la vision de Takopi, celle d'un monde où il viendrait réparer les liens entre les personnages et rendre tout aussi happy que l'univers dont il vient.
Et vu qu'on vient de parler de l'opening, parlons aussi de l'ending complètement réalisé par China, un des animateurs les plus précoces de l'industrie, proche du studio d'animation Toho, et qui avait déjà réalisé un clip vidéo avec Enichia. Pour en revenir à l'ending, China prolonge cette ambiguïté. On y voit Takopi baigné dans une chaleur trompeuse, entouré de ce même ruban salvateur dont la douleur dissimule le poids. Un nœud qui lie autant qu'il étrangle. L'épisode 2 est entièrement réalisé, storyboardé et supervisé par un ami proche de China, Mong. Un artiste qui n'est pas à sa première expérience en tant que superviseur de l'animation, avec un style très simplifié qui rend encore plus percutant les passages où les détails horrifiques apparaissent, frappant alors avec une intensité bien plus marquée. Et c'est comme ça tout du long de la série. L'épisode 3 enchaîne avec Rika, un artiste coréen actif avec le studio, où il storyboard, réalise et fait une partie de la supervision de l'animation. Un épisode qui continue dans l'excellence, avec une exécution parfaite sur tous les aspects, des choix de cadrage allant jusqu'à nous plonger en POV dans les personnages comme Azuma ou encore Marina. L'épisode 4 est storyboardé et réalisé par l'une, voire la pièce maîtresse du studio, à savoir Toya Oshima, et qui réalise par ailleurs cet exercice pour la première fois de sa carrière. C'est un animateur plutôt réputé pour son animation et surtout l'animation des backgrounds qu'il fait très souvent. Et c'est donc tout naturellement qu'on va retrouver cette approche dans pas mal de séquences d'animation de l'épisode. Mais l'un des deuxièmes points forts de cet épisode, c'est Hayate Nakamura, qui a réalisé plus de 120 cuts tout en assurant seul le rôle de superviseur de l'animation. C'est un travail titanesque qui déteint sur l'épisode et qui donne ce caractère encore plus unique. Ici, c'est un épisode consacré au personnage de Azuma, un storyboard toujours aussi communicatif, quand avec notre protagoniste toujours assombri par l'ombre avant de retrouver la lumière sur la fin, couplé à une séquence génialissime de Sugita avec cette main qui vient délivrer l'emprise qu'avec Kuse sur lui. Sugita reprend d'ailleurs les codes qu'il avait fait sur le film Uma Musume. Un cadrage toujours aussi bon avec cette ambiance et la manière dont les personnages interagissent qui reflète bien le réel. Cette paranoïa qui nous fait croire qu'après une grosse erreur, le monde peut lire en nous comme dans un livre ouvert avec ce parallèle et cette fausse idée que son frère est malveillant. L'épisode 5 est réalisé et storyboardé par Hirotaka Mori, un réalisateur que j'affectionne tout particulièrement et dont j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur Tengoku Daimakyo étant lui-même réalisateur de cette série. Mori a une approche très délicate et contemplative. Il n'hésite pas à jouer sur des éléments du décor pour renforcer ses idées, mais dans une série aussi brute, avec des sujets aussi crus, cela donne un épisode extrêmement bien construit et visuellement parfait. Chaque cadrage est pensé pour nourrir la narration et le sujet de l'épisode. Danicho est un jeune animateur entré dans l'industrie en 2021, et qui assure déjà seul un épisode entier en tant que superviseur de l'animation, sachant qu'il a eu le rôle pour la première fois sur cet épisode, et le résultat est juste impressionnant. L'animateur Tentoten est encore présent pour le monde Happy, mais cette fois-ci, Takopi sombre à cause de cet environnement constamment violent, sans même se rendre compte du mal qu'il a fait à sa mère. Il est lui aussi absorbé dans ce cercle de vengeance. L'épisode 6 se conclut donc avec notre réalisateur principal, Shinya Ino, qui vient storyboarder et réaliser l'épisode accompagné de Masayuki Sakoi. Et... bon, je suppose qu'on doit tous pleurer. Kei Igarashi a réussi à réunir une équipe exceptionnelle avec un réalisateur comme Shinya Ino qui a su cadrer la production tout du long. Bien que le projet ait été proposé en 2022, cela ne veut pas dire qu'il a directement été lancé en pré-production. Même si l'équipe a eu seulement 6 épisodes à produire, bon, 7 si on compte le fait que le premier épisode dure 40 minutes, il n'en reste pas moins un défi titanesque pour le petit studio qu'est Enichia. Un projet avec des standards aussi élevés allait forcément d'une façon ou d'une autre mettre en difficulté le staff. D'ailleurs, l'épisode final s'est finalisé seulement 5 jours avant sa diffusion. Symbole de difficulté latente malgré la qualité inhérente du studio. Takopi est une œuvre dure à regarder, de par ses thèmes qui explorent sans détour la violence psychologique, l'influence toxique que peuvent exercer les adultes, la manipulation, la solitude, et tout ça à travers les yeux d'enfants livrés à eux-mêmes. Chaque réalisateur d'épisode ne se contente pas d'illustrer ces thèmes, il les amplifie, les rend palpables en construisant une ambiance pesante où l'horreur surgit constamment. Il fallait une production capable de retranscrire l'essence même du manga avec justesse, sans l'édulcorer ni la surdramatiser. Shinya Ino, Kei Igarashi et son équipe ont parfaitement réussi l'adaptation, et même un peu trop bien réussi.